ne sommes ni dans l'analyse politique, ni dans l'analyse socio-anthropologique de notre société. Tout de même, nous avons le plaisir d'accueillir des professionnels de leur matière. Le béton dans toute sa solidité, ou plus exactement, l'ouvrage infrastructurel dans toute sa stature. Les récentes intempéries ont placé au centre de l'actualité les ouvrages. Le pays est en chantier avec son corollaire de dommages collatéraux. Nous avons décidé, dans ce numéro, dans un souci pédagogique et de compréhension des enjeux de la construction, pour faire simple, d'expliquer. Mais construit-on encore bien dans ce pays? Pour aider à y voir plus clair, nous faisons place nette à des techniciens, des ingénieurs, génie civil, des géotechniciens, polytechniciens si on veut. Messieurs, bonjour. Ibrahima Sall, vous êtes à ma gauche. Vous êtes directeur de l'entretien routier à Ageroute, qui dépend du ministère des Infrastructures. Bienvenue. Bonjour. En face de vous, Cheikh Yad Diouf, ingénieur en génie civil, polytechnicien, secrétaire général de l'autoroute Dakar AIBD, exploité par Eiffage. Cheikh Diouf, bonjour. Bonjour Abdoulaye. Messieurs, merci. Vous allez nous aider à y voir plus clair dans ce qu'on appelle chez vous les concepts de maître d'ouvrage délégué, qui construit, qui est donneur d'ordre surtout, et pourquoi parfois on a des décalages entre l'étude de faisabilité et la réalisation concrète des ouvrages. Mais avant cela, quand même, dans l'actualité, quelque chose fouette la fierté sénégalaise. On a beaucoup parlé ces derniers jours d'un ouvrage architectural qui est présenté comme très original. J'ai nommé bien sûr la mosquée Massalikul Jinan, inaugurée il y a 2 jours seulement. Œuvre architecturale, est-ce que vous pouvez d'emblée évaluer, nous dire ce que vous, en tant que technicien, vous pensez de l'œuvre infrastructurelle en tant que telle? Ibrahima Sall. La particularité au niveau de la mosquée de Massalikul Jinan, c'est que l'édifice a été construit dans un site qui était un bas-fond. Donc le sol n'était pas bon. Donc ils ont dû construire avec des micro-pieux, etc. pour bien asseoir l'ouvrage. Nous aussi, pour le compte de l'État, l'Ageroute a eu à réaliser dans le même site des voiries, donc on a été confronté au même problème. Nous avons eu à faire beaucoup de purges, des purges qui pouvaient aller jusqu'à plus de 2 mètres pour enlever les sols de mauvaise tenue et les remplacer. Donc c'est pour vraiment dire que ça n'a pas été de tout repos, certainement pour ceux qui ont construit la mosquée et pour nous qui avons construit aussi les routes tout autour de la mosquée Massalikul Jinan. On comprend donc que l'ouvrage, ce n'est pas simplement le bâtiment en tant que tel, il y a tout un tas d'autres activités. Vous parlez de voirie, vous parlez de route, vous parlez certainement d'assainissement, d'évacuation, toutes choses qui ont été au cœur de l'actualité. Dans ce chantier-là, tout est harmonisé, vous y avez travaillé aussi? Oui, en fait, la particularité, comme j'ai dit, c'est par rapport à la nature du site. Donc c'était au niveau d'un bas-fond. Donc le défi majeur, c'était lié à l'assainissement. Donc nous, en construisant les routes tout autour de la mosquée, nous avons dû, avec l'entreprise qui avait en charge les travaux, de mettre en place un réseau d'assainissement pour pouvoir se connecter au réseau existant. Parce que quand vous êtes au niveau d'un bas-fond, c'est difficile de pouvoir mettre en place un réseau d'assainissement et de se connecter de façon gravitaire au niveau du réseau existant. Donc nous avons dû mettre en place aussi des stations de relevage, une station de relevage avec des pompes de deux pompes de plus de 700 mètres cubes heure. Donc nous avons une capacité globale de pompage autour de la mosquée de 1400 mètres cubes heure. Et ça c'est vraiment pour pallier à tous les risques d'inondation qu'il pourrait y avoir dans le site. C'est vrai que le réseau d'assainissement au pluvial que nous avons mis en place fonctionne de façon gravitaire. Mais la zone, de façon générale, vraiment est dans une sorte de cuvette. Donc il fallait quand même mettre en place ce dispositif de relevage. Comme ça, s'il y a des lenteurs dans l'évacuation, etc., qu'on puisse mettre en branle les pompes pour pouvoir dégager les eaux. Je rappelle quand même que cette mosquée Massalikul Jinan est réalisée par l'entreprise sénégalaise, consortium d'entreprises CDE, ouais, avec l'appui d'autres certainement sous-traitants. Et il faut préciser que la décoration qui a été faite par des entreprises étrangères, notamment marocaines, à qui on a fait appel pour la décoration. Cheikh Diouf, je vous permets de dire un mot sur l'œuvre en tant que telle. Vous l'admirez comme un profane comme nous? Je n'ai pas été autant immergé dans la conception et la réalisation
présentation du projet Kibrahima. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est une œuvre qui est sublime et qui, par ce caractère, sublime également le paysage de Dakarois. Question profane, c'est plus facile de couler du goudron ou plutôt de faire tenir cette œuvre architecturale quand même sur pied ou sur pylône, je ne sais pas comment vous dites dans votre jargon? Tout est complexe, je dirais, mais dans le métier, assez souvent, les spécialistes du bâtiment nous disent que faire des travaux d'infrastructure se révèle assez souvent plus simple que de construire un bâtiment où il y a vraiment une enfilade de tâches un peu plus complexes. Donc il y a beaucoup plus d'intervenants sur un projet de bâtiment. Donc sur les projets d'infrastructure, on peut se retrouver, tant que ça ne reste pas des projets extrêmement complexes, avec un nombre d'intervenants plus limité, ce qui fait que les projets de bâtiment quand même ils sont plus complexes, il y a beaucoup plus d'interfaces à gérer, et parce qu'il y a beaucoup d'interfaces à gérer, il y a une sensibilité qui se dégage sur les aspects liés au délai, au coût. Donc je dirais, je partagerai cet avis, même si je suis beaucoup plus infrastructure routière, je partage cet avis que c'est assez complexe de gérer des projets de bâtiment comme ça. C'était notre petite séquence chauvinisme, puisque l'œuvre est entièrement réalisée par des techniciens sénégalais bien entendu et présentée comme une œuvre architecturale quand même de référence, la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest et surtout la beauté de l'œuvre. Ibrahima Sall, directeur de l'entretien routier au niveau de la Géroute du ministère des Infrastructures, vous évoquez tout à l'heure bien entendu la complexité de faire tenir toutes les activités dans une œuvre, dans un ouvrage. Cette émission est appelée aussi pour comprendre par quoi commence un chantier. Nous les profanes, quand on voit les appels à manifestation d'intérêt dans une publication pour appeler à soumissionner, on a l'impression que vous parlez entre vous. Est-ce qu'on peut simplifier juste par quoi commence un chantier? En ce qui concerne les grands projets de l'État, il y a d'abord la politique qui est définie par l'État et sur cette base-là, on entame des études. Et les études, il y a plusieurs phases. Il y a les études APS, les études d'avant-projet sommaire. Et après, on passe aux études d'avant-projet détaillé. Et durant cette phase d'études d'avant-projet sommaire, on fait par exemple les études d'impact environnemental. Il y a des comités techniques que la direction de l'environnement met en place pour pouvoir valider en fait l'étude qui a été menée, et après on passe à des phases d'audience publique, etc. Ça c'est pour vraiment informer les populations et recueillir les avis des populations sur le projet. Après bon, cette phase là quand même peut parfois chevaucher avec la phase d'étude d'avant-projet détaillé, parce que quand même la validation de l'étude d'impact environnemental peut quand même durer. Maintenant, après l'avant-projet détaillé, on a les différentes études du projet. On a un rapport technique qui concerne vraiment les caractéristiques qu'on doit exécuter dans le cadre de ce projet. Et il y a un rapport hydraulique qui montre un peu aussi sur le plan hydraulique comment on doit gérer l'assainissement et autres là. Et puis il y a le rapport environnemental et un rapport économique. Et ce rapport économique-là parle un peu de la rentabilité du projet. Et une fois que ces deux phases-là sont terminées, on passe maintenant à la recherche de financement. On saisit les différents bailleurs. Le bailleur aussi vient en mission avec une commission qui est composée d'un chef de mission, d'ingénieurs, d'économistes, d'environnementalistes, etc. qui viennent pour regarder le projet. Donc eux, ils se prononcent sur les études que nous avons eu à faire. Dans la négociation avec le bailleur, il y a le ministère des Finances qui dirige. Donc c'est discuter des conditions de financement aussi, mais des modalités aussi d'exécution du projet. Et à partir de et maintenant si tout est OK, on passe à la signature de l'accord de financement. Parce que tous les grands projets en général sont financés par des bailleurs de fonds. Maintenant, après l'accord de financement, on passe maintenant aux appels d'offres. Et dans les procédures d'appel d'offres, on utilise, s'il y a un bailleur de fonds, on utilise les procédures du bailleur de fonds. Si c'est la BID, on utilise les procédures de la BID qui a ses propres règles. Si c'est la Banque mondiale aussi, on utilise les procédures de la Banque mondiale, s'il y a BAD, etc. S'il s'agit d'un grand projet de construction de route, on lance 2 appels d'offres. On lance un appel d'offres pour recruter une entreprise pour faire les travaux et parallèlement, on lance un avis pour recruter un bureau de contrôle pour surveiller les travaux qui seront chargés de superviser les travaux de l'entreprise qui sera sélectionnée.
Et une fois que l'entreprise maintenant est choisie, suivant et dans la procédure de sélection, chaque phase, l'appel d'offres, le dossier d'appel d'offres déjà doit recevoir l'avis de non-objection de la Direction centrale des marchés publics, après l'avis de non-objection du bailleur. Donc, le bailleur de fonds et les services du ministère des Finances suivent toutes les étapes en fait de la procédure de passation de marché. Ça, c'est pour vous, vraiment pour s'assurer que le marché a été passé dans les règles de l'art, etc. Aussi bien pour l'entreprise que pour la mission de contrôle. Et une fois que l'entreprise est choisie et la mission de contrôle est choisie, maintenant on passe à l'exécution des travaux. Et dans l'exécution des travaux, bon, naturellement, on démarre par notifier à l'entreprise un ordre de service de démarrage et l'entreprise va se mobiliser. Bon, en général, on lui donne si c'est des grands travaux, on peut lui donner des délais de mobilisation jusqu'à 45 jours, mais parfois ça peut être juste 15 jours, ça dépend de l'envergure des travaux. Et l'entreprise se mobilise et propose en fait une note méthodologique, un planning, un plan d'assurance qualité, et tous ces documents-là sont soumis à validation à la mission de contrôle. Et là, c'est la mission de contrôle qui regarde et qui valide en rapport avec le chef de projet, qui représente le maître d'ouvrage dans le cadre de ce projet, dans le cadre d'un projet. Et maintenant, si les travaux, il y a un planning, donc si les travaux sont terminés avant la fin, l'entreprise écrit pour demander au maître d'ouvrage de venir réceptionner le projet. Et dans la phase de réception aussi, il y a plusieurs étapes. En ce moment, le maître d'ouvrage que nous sommes, nous envoyons une commission de réception. Et la commission de réception aussi, il y a plusieurs profils qui vont sur le chantier, etc., pour voir est-ce que les tâches ont été... C'est une commission pour valider le travail qui est fait. Pour valider le travail qui est fait, c'est ça. Et il y a différents profils et chacun regarde en ce qui le concerne. Et puis, bon, s'ils ont des réserves, parce que la première phase, c'est toujours une pré-réception qu'on fait. Et puis, s'il y a des réserves, par exemple, on leur dit que à tel endroit, il faut ouvrir ici pour permettre à, etc. C'est-à-dire, il y a des observations qui peuvent être faites sur le travail. Et on donne un petit délai à l'entreprise pour lever ces réserves. Et une fois que ces réserves-là sont levées, on retourne sur le chantier pour prononcer la réception provisoire du projet. Et la réception de provisoire est prononcée entre la commission, entre le chef de projet. Si c'est à l'AGEROUTE, il y a l'inspection technique. Donc c'est un regard extérieur, parce que l'inspection technique, on évite en fait que le chargé de projet qui a suivi tout le déroulement du projet, que lui seul réceptionne le projet. Donc on a une commission d'inspection qui vient et qui pilote en fait la réception, la commission. Donc cette commission-là vient avec la mission de contrôle qui supervisait les travaux pour le compte du maître d'ouvrage. Parce que le chargé de projet, il est seul. Mais dans l'équipe de la mission de contrôle, il y a plusieurs profils. Donc c'est ça qui leur permet en fait de pouvoir suivre correctement tous les travaux. Et maintenant, si tout est OK, on signe un PV de réception provisoire. Après la réception provisoire, s'il s'agit en fait des chantiers de route, il y a une phase de garantie d'1 an en général. Mais il y a certains projets où ça peut aller jusqu'à 2 ans. Donc après cette phase de garantie d'1 an, on retourne sur le chantier pour regarder en fait le comportement de l'ouvrage, de l'infrastructure, etc. et suivre la même procédure pour pouvoir prononcer la réception définitive du chantier. Ibrahima Sall, j'avoue que j'ai plein de questions à vous poser suite à cet exposé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de place au tâtonnement, au hasard dans un projet de construction d'ouvrage. On viendra tout à l'heure certainement par des cas concret, comment se fait-il qu'on en arrive à certaines situations désagréables, en tout cas pour les usagers que nous sommes, pour les ouvrages, que ce soit de route ou même de construction. Nous y reviendrons. Ça tombe bien, vous êtes du public, vous êtes de l'AGEROUTE, du ministère des Infrastructures, vous venez de nous faire le process. Cheikh Yat Diouf, secrétaire général de la Société de la concession autoroutière, vous êtes du privé. Est-ce que tout cela vous paraît fastidieux, vous, quand vous soumissionnez pour avoir ces travaux-là, ça vous paraît fastidieux ou alors c'est un passage obligé que vous validez aussi?
C'est un passage obligé. C'est la démarche du projet qui le motive. Pour que le projet soit bien réussi, il faut effectivement que l'on passe par toute cette étape. Effectivement, il y a le maître d'ouvrage qui a un rôle central parce que c'est lui qui est le responsable de l'opération. C'est lui qui, à ce titre, peut mandater en fait un maître d'ouvrage délégué s'il n'a pas toutes les compétences nécessaires pour mener à bien le projet. C'est lui qui se fait assister par une maîtrise d'œuvre qui est en charge, comme le disait Ibrahima, de réaliser les études si nécessaire, de participer aux opérations de réception, de participer à la passation des contrats de travaux. C'est un process, certes, qui mobilise beaucoup de personnes, mais pour que un projet aboutisse dans le respect des délais, dans le respect du programme fonctionnel que le maître d'ouvrage a défini, il est nécessaire justement que toutes ces parties prenantes participent. Et ce qu'il faut dire, c'est que leur participation, elle doit se faire en ayant une parfaite connaissance des enjeux liés au projet, une parfaite connaissance de leurs responsabilités. Et il faut également que ces parties prenantes, que ce soit le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, le bureau de contrôle technique, toutes ces entités doivent avoir les compétences suffisantes pour pouvoir mener à bien le projet. Donc je pense que c'est normal. Nous, en tant que constructeurs, dans une certaine mesure, ou concepteurs, voire même mainteneurs et exploitants d'infrastructures, c'est une démarche dans laquelle on s'inscrit assez aisément. Cheikh Diouf, c'est presque un gros mot dans votre exposé de parler de respect des délais, pas pour vous, mais plus globalement sur les chantiers. On a l'impression quand même que quelque chose se passe pour qu'on ait des aléas qui font qu'on n'est plus certainement dans le respect des délais. Un projet de construction d'ouvrage, c'est plusieurs étapes. Déjà, dès l'instant que le maître d'ouvrage exprime le besoin de réaliser cet ouvrage, il formule en fait un programme opérationnel dans lequel il décrit les attentes. Toujours est-il que le projet il est lancé sur la base vraiment d'un canevas issu des études. Si on est tenté quelquefois de voir des retards sur les projets, c'est justement parce que on a dû à un certain moment rater une de ces étapes. Donc à moins qu'il y ait des aléas extérieurs, soit les études ont été mal faites et on est obligé dans le courant du projet de devoir en reprendre. Et parce que c'est un cycle où il faut repasser par de la conception, de la validation, il est nécessaire de perdre on est obligé de perdre du temps pour repasser ces étapes de validation. Et ça crée généralement des retards. En plus, si le projet était calé sur un budget, à chaque fois que vous reprenez les études, ça peut avoir pour incidence de devoir faire revoir à la hausse l'enveloppe budgétaire. Si le maître d'ouvrage n'est pas suffisamment... Comment on peut rater, j'essaie de comprendre, comment on peut rater une phase dans cette étude exposée par le maître d'ouvrage, tout à l'heure Ibrahima Sall qui a le rôle de maître d'ouvrage dans cette émission, où tout est calibré, calculé, avec surtout l'aide de bureau de contrôle pour que tout soit comme sur du papier à calque, pour que tout soit millimétré. Comment on peut rater une phase d'étude? Ça peut être de sol ou de configuration. Qu'est-ce que ça peut être? Déjà, il faut partir d'une expression de besoin qui soit claire. Le maître d'ouvrage qui est responsable de l'opération doit clairement exprimer son besoin. Ça, c'est un premier point qui est important. Que ce soit en projet bâtimentaire ou en projet d'infrastructure, le rôle du maître d'œuvre, c'est d'arriver à donner une réponse technique, architecturale, sociale ou urbanistique à l'expression de besoin du maître d'ouvrage. Donc si le maître d'ouvrage ne donne pas de façon très précise, n'exprime pas ses besoins, il est possible que déjà à la remise des études, que le maître d'œuvre ne puisse pas répondre à ses attentes. Ça c'est un premier point. Donc la première étape, c'est à mon avis d'avoir une expression de besoin claire, d'avoir des spécifications fonctionnelles claires de la part du maître d'ouvrage, de façon à permettre au maître d'œuvre qui est en charge de la conception d'apporter la réponse adéquate. Voilà. Une fois que cette réponse adéquate est apportée, il faut également croiser cette réponse avec les contraintes budgétaires et financières du maître d'ouvrage qui l'aura préalablement exposé. Et il faudra également planifier le projet dans le temps. Donc il suffit justement que le projet soit mal planifié, que l'expression de besoin
n'ait pas été claire pour que justement déjà sur les volets purement conception et planification, qu'il y ait des ratés. Donc c'est quelque chose qui est bien possible. La première étape, c'est celle-là. Et un autre point qu'il est important de signaler, c'est que dans la phase de conception, il faut nécessairement, et c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent, associer les futurs utilisateurs et les futurs mainteneurs de l'ouvrage. Quand on conçoit un ouvrage, il faut maintenant ne pas forcément le concevoir en approche construction. Quand on raisonne sur les coûts, il faut raisonner globalement sur le coût, sur la durée de vie de l'ouvrage. Donc il faut avoir une approche en coût global, incluant les coûts de construction, mais prenant en compte également les futurs coûts de maintenance. Donc concevoir un projet, c'est aussi prendre en compte les besoins des personnes qui vont devoir utiliser ces ouvrages et les maintenir. Si c'est pas pris en compte dès le début et que c'est en cours de projet qu'on s'en rend compte, ça peut chambouler justement l'équilibre du projet. On tient presque le coupable, Ibrahima Sall. Je ne vous désigne pas, mais j'ai l'impression que l'expression on est en phase, c'est-à-dire que je voulais juste rajouter que, bon, c'est vrai, c'est-à-dire que si les problèmes quand même de dépassement de délai peuvent être issus d'une étude incomplète, d'une étude insuffisante, etc., d'une étude obsolète, parce qu'on peut faire une étude cette année et attendre peut-être plus de 5 ans pour pouvoir relancer le process et ne pas actualiser. Ce sont des choses, parfois si ça arrive, ça peut avoir des conséquences sur le plan budgétaire, etc. Parce qu'on reprend un peu l'étude en phase travaux et il peut y avoir quand même beaucoup de modifications techniques. Mais de façon générale, en tout cas par expérience sur les grands travaux, les retards sont surtout dus à peut-être 4 aspects ou 3. C'est-à-dire c'est la libération des emprises, c'est la présence des réseaux des concessionnaires et c'est des défaillances de l'entreprise et parfois des retards de paiement. Donc ça, ce sont des facteurs en général qui entraînent des retards dans l'exécution d'un grand chantier. Et on a quand même l'expérience à Dakar ici, parce qu'à Dakar, on est en zone urbaine. On est en zone urbaine, cela veut dire que tous les projets, en général, même les projets dont vous parlez, les retards, si vous remarquez bien, ce sont des projets qui se déroulent en zone urbaine. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Par exemple, vous construisez une route, vous tombez sur des réseaux des concessionnaires, vous tombez sur des réseaux de l'ONAS, de la SDE, de la Sénélec, de la Sonatel, du téléphone, etc. Donc si vous tombez... On va citer quelques concurrents aussi. Expresso voilà, ou Tigo, voilà. Donc si vous tombez sur ces réseaux-là, vous êtes obligé de vous arrêter, d'appeler le concessionnaire et le concessionnaire va venir et c'est au concessionnaire de faire le déplacement du réseau. Et le concessionnaire peut vous dire, par exemple, le réseau est dans l'emprise de l'élargissement que vous voulez faire. Maintenant, il faut déplacer le réseau. Et ça, vous allez peut-être déplacer le réseau sur 1 km ou 2 km. J'avais compris que tout ceci se faisait en amont, non? Oui, c'est là où je voulais aussi en venir. C'est-à-dire que le problème qu'on a avec les concessionnaires, c'est qu'il n'y a pas une bonne maîtrise de le réseau. Le bureau qui fait l'étude du projet peut venir demander aux concessionnaires leurs différents plans. Mais parfois, le plus souvent même, ces plans-là ne reflètent pas exactement ce qu'il y a sur les chantiers. Parce que les réseaux ne sont pas géoréférencés. Parce que nous, moi je vous parle de cas concrets. Nous, on a été confrontés dans un projet avec un concessionnaire qui nous disait que le réseau était à droite. On a retrouvé le câble à gauche. Et vous voyez, c'est-à-dire si c'est un câble par exemple électrique, vous voyez le danger que ça peut poser. Parce que l'entreprise qui vient travailler là-bas suppose qu'il n'y a pas de câble là-bas. Et ça peut amener des accidents. Et ce sont des choses qui arrivent. Parfois, on peut découvrir en travaillant dans l'emprise de la route des réseaux que même le concessionnaire ne savait pas que ces réseaux-là étaient à ce stade-là. Et ça arrive souvent à Dakar. C'est fréquent à Dakar. C'est difficile il y a peut-être, bon je vais pas les citer, mais il y a peut-être un seul concessionnaire qui semble un peu maîtriser son réseau. Parce qu'il est un peu du privé, la gestion peut-être est un peu plus stricte. Donc eux au moins ils ont quand même un réseau assez géoréférencé. Donc quand ils vous donnent des informations, c'est assez quand même précise. Mais l'essentiel des concessionnaires, on a ces genres de problèmes-là avec eux. Et les travaux à Dakar particulièrement, il y a ces problèmes-là.
Et dans tous les projets, on est confronté. Tous les projets de voirie que nous construisons à Dakar, nous avons ce problème-là. Et il faut déplacer les réseaux. Vous voyez, c'est-à-dire quand vous faites l'étude, vous n'arrivez pas à identifier de façon exhaustive l'ensemble des réseaux. Dans le dossier d'appel d'offres, vous êtes obligé de mettre un montant en provision. Et parfois, vous vous rendez compte qu'en démarrant l'exécution des travaux, que le réseau que vous devez dévoyer, par exemple, si vous tombez sur des conduites 800, etc., que vous devez déplacer, mais ça, c'est plusieurs milliards parfois qu'il faut financer pour déplacer cette conduite-là. Et c'est au projet de supporter ça. Et puisque ce n'était pas prévu, ou bien le budget peut-être qu'on avait provisionné ne permet pas de couvrir ce montant-là, on va être dans un dépassement. Et on va être aussi dans un dépassement de délai parce que le dévoiement de ce réseau-là, c'est au concessionnaire parce que ce n'est pas notre métier. C'est le réseau du concessionnaire, donc c'est au concessionnaire d'amener son sous-traitant ou son entreprise pour faire le déplacement. Et ça, parfois, ça impacte sur le délai. Et ça je vous parle des cas vraiment courants. Ce qu'on a à Dakar. La libération des emprises aussi. Ici, à Dakar, tout est occupé. Les gens occupent l'emprise. Donc, si vous voulez faire des projets d'élargissement, vous empiétez forcément sur des occupations. C'est-à-dire, il faut déguerpir des gens, etc. Et suivant les bailleurs de fonds, on a des contraintes. Par exemple, si c'est un projet qui est financé par la Banque mondiale. En même temps, si des gens, des personnes, que ça peut être vous, ça peut être moi, sont installés le plus régulièrement du monde, on peut les enlever pour cause d'utilité publique, mais il faut bien prévoir quand même de les désintéresser. C'est au projet de prendre ça en compte. Non, ça c'est toujours prévu. C'est-à-dire que si ce sont des occupations régulières, en général, ça ne pose pas de problème parce que les surfaces occupées sont identifiées, les maisons sont connues, on fait l'évaluation de l'impense à payer, on discute avec le préfet parce que ces opérations-là dans les projets sont pilotées par le préfet. Donc on discute avec le préfet qui met en une commission d'évaluation des impenses. Et c'est cette commission-là naturellement, le maître d'ouvrage est partie prenante pour assister un peu et accompagner la commission. Mais c'est cette commission-là qui est composée de l'urbanisme, du cadastre, des autres services de l'État qui évaluent l'impense à payer. Et c'est sur cette base-là on paye. Mais parfois, même si c'est une occupation régulière, la commission peut évaluer une maison. Vous avez votre maison, vous êtes dans l'emprise, on vient, on l'évalue, on vous dit que la maison, on l'évalue à 20 millions. Mais vous pouvez refuser. Vous avez ce pouvoir-là. Et si vous refusez, c'est déjà un point de blocage. Parce que il faut maintenant, s'il n'y a pas de conciliation, pour que le maître d'ouvrage puisse prendre possession de l'emprise, il va falloir que le juge des expropriations lui donne ordonnance. Et ça, c'est toute une procédure judiciaire, en tout cas en ce qui concerne la loi sénégalaise. On parle d'une indemnisation juste et préalable. Ça veut dire que vous ne pouvez pas demander à la personne impactée de déguerpir sans pour autant lui payer son impôt. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des contraintes que nous vivons avec des projets routiers. En même temps, je dois dire, ça rassure quand même parce que souvent, vous êtes une personne privée, vous avez affaire à une multinationale comme celle de Cheikh Yat Diouf. Vous souhaitez bien que la loi quand même vous protège un peu pour vous désintéresser avant de pouvoir procéder au déguerpissement et de faire place nette au projet, en tout cas en cours. Cheikh Diouf, je vous permets de dire un mot parce que on n'a pas compris souvent pourquoi, même à la réception des ouvrages, qu'on ait quand même des impairs. Je peux prendre un exemple concret. On est, nous, sur la place ici, sur la Corniche, on a quand même un ouvrage réceptionné. Je ne sais pas si c'est par Ibrahima Sall qui est réceptionné. On a ce tunnel de Soumbédioune qui est tout le temps fermé, même par petites pluies fines. Donc, on ne comprend pas finalement comment techniquement on arrive à valider, réceptionner des ouvrages comme ça. Pourquoi les routes peuvent être inondées? Bon, pour les problèmes d'inondation, ça peut être un peu plus complexe. Un ouvrage peut avoir été bien conçu, bien réalisé, mais qu'on se rende compte que quelquefois qu'il est inondé. Mais parce que peut-être il ne faut pas voir une infrastructure de façon isolée. Elle s'insère dans un chemin global, dans un environnement. Il faudrait arriver vraiment à faire en sorte que qu'aussi bien maître d'ouvrage sur les aspects infrastructures travaille très bien avec les aménagistes, les urbanistes. Il faudrait vraiment avoir un chemin global parce que assez souvent les projets d'infrastructure pour le cas des routes, quand l'assainissement est conçu,
on le conçoit assez souvent pour récupérer l'impluvium qui tombe sur la plateforme routière en tant que telle. On ne va pas vraiment pour drainer ou assainir tout le bassin versant qui est proche. Il arrive des cas maintenant que le besoin ayant été exprimé, que le projet d'assainissement routier prenne en compte également les bassins versants environnants. Mais assez souvent, la route n'est pas conçue pour tout recevoir. Donc il faudrait déjà arriver à faire dialoguer les différents maîtres d'ouvrage. Je pense que c'est une étape fondamentale. Sur beaucoup de projets, on n'arrive pas à avoir de discussion en amont entre les différents maîtres d'ouvrage. On peut voir même 2 routes qui s'interconnectent avec 2 maîtres d'ouvrage différents. Et si la discussion en amont n'est pas menée, on constate généralement ce genre de problème. Maintenant, sur comment est-ce que les ouvrages sont conçus, sur l'aspect assainissement, il y a des études qui se font, des études hydrauliques, et qui prennent des hypothèses. Donc, si vraiment les hypothèses sont bien définies et que l'ouvrage est bien réalisé, il n'y a normalement pas de risque que l'ouvrage soit inondé. Maintenant, il faut savoir que ces hypothèses, pour le cas des crues, on peut partir sur des bases de crues décennales. Bon, on n'a pas encore eu de crues à Dakar. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que statistiquement, on analyse les données statistiques liées à la pluviométrie et en dimensionnant, on prend les hypothèses crues décennales ou une crue cinquantenaire. Et il arrive quelquefois quand même, et ça il faut voir pour les cas où ça s'est produit, qu'un ouvrage bien dimensionné soit inondé, mais tout simplement parce qu'on a eu une crue exceptionnelle qui est différente de celle pour laquelle elle a été dimensionnée. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Mais si c'est quelque chose de très fréquent, c'est qu'il y a un problème soit de dimensionnement lié à l'ouvrage en tant que tel, ou vraiment il y a un problème d'insertion de l'ouvrage dans son environnement. C'est des choses qui sont très fréquentes. Et ces dernières semaines-là, il y a beaucoup de tollés par rapport à l'assainissement, etc. Moi, ce que je voudrais d'abord préciser, c'est que sur le réseau routier, il ne faut pas que les gens confondent. l'AGEROUTE a en charge le réseau routier classé. Le réseau routier classé, on peut le définir comme l'ensemble des grands axes. Mais les voiries de quartier, etc., l'AGEROUTE n'a pas en charge la gestion de ce réseau-là.